Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire autour d'un sujet crucial qui, je l'espère, va tous vous intéresser. On est ravis d'avoir plus de 40 personnes autour du call, mais on va attendre quelques derniers participants avant de commencer. Comme vous pouvez le voir, de notre côté, on est au complet entre Hublot Compagnie et la résidence Noël-le-Duc. Et peut-être en attendant les derniers participants, on vous propose de nous dire sur le chat d'où est-ce que vous vous connectez, de quelle ville, de quelle région, de quel établissement vous êtes connecté. Le temps que tout le monde arrive. Nous, on est au sein des bureaux de Hublot, comme vous pouvez le voir, à Paris. Donc, je vois quelqu'un qui me dit bonjour. Résidence Embed. On va juste prendre quelques minutes avant de commencer. On a vraiment les 4 coins de la France représentés. C'est incroyable. Les Ardennes, l'Aveyron, la Normandie, Lille, Dax, le Sud-Ouest, Saint-Hilaire en Vendée, Augourdin, pas très très loin de Hanon du coup. Okay. Bon, on va peut-être commencer. On est une cinquantaine de personnes connectées. Donc, merci à tous et bienvenue. Donc, on est ravis d'organiser des événements comme celui-ci autour de cas concrets d'établissements qui ont expérimenté des nouvelles manières de travailler et pris des initiatives fortes pour transformer, améliorer les manières de travailler. L'intention de ce webinaire, c'est de diffuser de bonnes pratiques et vous partager des solutions concrètes pour stabiliser les équipes des établissements et vous inspirer peut-être dans vos démarches respectives de gestion de vos équipes. Pour cela, on a autour de la table les équipes de la résidence Noël-le-Duc. Je remercie à nouveau d'avoir pris le temps pour cet échange. Et Marie Delorme qui représente Compagnie, que je vais laisser se présenter juste après. En tout cas, merci à tous. Et puis, on va commencer par les équipes de la résidence Noël-le-Duc. Hop, à vous. Je commence. Allez-y. Bonjour à tous. Merci du coup de votre présence à ce webinaire. On est ravis de pouvoir partager notre expérience et très fiers de celle-ci. Donc moi, je suis Julie Cousteneuve. Je suis directrice de la résidence Noël-le-Duc depuis 7 ans. Alors moi, je suis entier-trésorier. Je suis responsable cadre de vie depuis 10 ans maintenant et 5 ans en qualité d'ACV juste avant. Voilà. Et moi, je suis Virginie Delon, je suis éducatrice spécialisée et je coordonne l'unité Les Aquarelles qui accueille des personnes en situation de handicap et je suis à Nantes depuis 15 ans. Donc une vieille équipe. Ils n'aiment pas trop que je dise ça, mais on est une vieille équipe. Iman, on ne t'entend plus. Ah mince, pardon. Je disais une équipe expérimentée et non pas une. Voilà, c'est ça. Oui, c'est mieux. Avant d'aller plus loin, une petite présentation de la résidence, justement, votre capacité d'accueil et les différentes activités que vous avez. Donc l'établissement, c'est un EHPAD qui a ouvert ses portes donc en 2010, qui est porté par la Fondation Partage et Vie. Donc on a 75 places d'accueil, dont 12 en unité pour personnes handicapées âgées. Donc on accueille des déficients intellectuels âgés et une unité protégée de 12 places. Donc à part ça, on est au cœur d'un village-ville Hanon. Donc on a baissé le store parce qu'on est très ensoleillé aujourd'hui. On a un beau cadre. Ça compte aussi beaucoup. On a beaucoup de verdure autour de nous. Enfin voilà,
on a un beau cadre de travail. Voilà, on va dire ça comme ça. Super. Parfait. Donc, comme je disais en introduction, aujourd'hui, on présente le sujet autour des équipes responsabilisées aussi avec les équipes de compagnie. Donc, je vais laisser Marie présenter compagnie en quelques mots et un peu la raison d'être de leur accompagnement. Merci, Man. Bonjour à tous. Donc, nous, Compagnie, on est un organisme de formation. On est né d'une structure qui s'appelle À l'Envie, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est l'un des pionniers en France à s'être organisé en équipe autonome. Donc, c'est une structure d'aide à domicile qui intervient à domicile et dans des partagés avec des équipes autonomes d'auxiliaires de vie. Et donc, c'est comme ça qu'est née Compagnie dans le but de pouvoir accompagner d'abord des structures d'aide à domicile à s'organiser en équipe autonome et puis ensuite des établissements. Donc, on a accompagné des EHPAD, des foyers pour des personnes handicapées, des SIAD, sur le même principe de l'autonomie, la responsabilisation des équipes, parce que Compagnie, on a toujours au cœur de pouvoir valoriser les professionnels qui travaillent dans les établissements en leur donnant des outils, des formations qui nous accompagnent à être autonomes dans leur travail. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on propose, à la fois par des formations continues et on a aussi des parcours de VAE inversés. Peut-être que certains connaissent aussi ce principe-là pour que les professionnels puissent monter en compétences et créer des organisations apprenantes. Donc, on est une société à mission et notre raison d'être qui s'affiche à votre écran, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin, donc des professionnels qui travaillent au contact des personnes vulnérables et de bâtir un secteur centré sur l'humain. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a les mêmes valeurs avec Hublot et je suis hyper fière de donner la parole à Julie, Virginie et Anthony parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Merci de nous partager votre expérience et c'est super important pour nous d'avoir une personne du terrain, d'avoir des retours du terrain parce que nous, on est là vraiment pour donner des outils, mais on veut toujours que ce soit ceux qui vivent les choses au plus près des personnes accompagnées qui puissent témoigner. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, Marie. Pour conclure un peu ce tour de présentation, on va parler rapidement de Hublot, mais sans doute que plusieurs d'entre vous nous connaissent. Donc Hublot, on est un outil de gestion des remplacements et des recrutements destinés aux établissements médico-sociaux et sanitaires. Notre plateforme a surtout pour but de donner des moyens aux équipes de gérer leurs dispositifs de remplacement et de recrutement et de rendre les établissements plus visibles et plus facilement accessibles pour les soignants. Ce qu'on constate, c'est que l'usage de Hublot apporte de la sérénité aux équipes et du gain de temps jusqu'à 2h30 de temps gagné par jour dans la gestion administrative des équipes, tout en gérant mieux le budget dédié au remplacement. Donc effectivement, la raison d'être de Hublot, c'est offrir de la sérénité aux professionnels de santé et leur permettre d'avoir plus de temps pour leurs activités à plus forte valeur ajoutée qui sont le soin, la gestion de leurs équipes. Et donc, Hublot, effectivement, on existe depuis 2016 et on accompagne plus de 4500 établissements de toute typologie, dont plus de 2500 EHPAD en France. Et c'est vraiment une fierté pour nous d'être aux côtés de ces établissements pour leur gestion au quotidien. Et effectivement, la plateforme rassemble plus d'1 million de professionnels de santé inscrits, ce qui nous permet aussi de faire le lien d'une manière assez massive entre les établissements d'un côté et les soignants de l'autre. Voilà, et donc nous, effectivement, on accompagne les établissements de la Fondation Partage et Vie et assez récemment la résidence Noël-le-Duc. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de parler de ça, mais plutôt de notre sujet du jour et surtout un peu le contexte dans lequel les établissements existent aujourd'hui et pour lequel ils doivent être pleins de ressources pour trouver des solutions. Donc on voulait, avant de rentrer dans le cœur du sujet, partager quelques chiffres du secteur autour de 4 grands axes. Le premier, c'est l'absentéisme et le turnover, et d'après le rapport notamment de la Cour des comptes qui recense un peu en chiffres la pression sur le recrutement et l'intégration des équipes. On sait que pour un EHPAD d'une cinquantaine de salariés, on a chaque jour autour de 5 salariés absents et chaque année jusqu'à 450 CDD signés et 21 CDI à recruter. Donc c'est surtout ça la difficulté d'avoir autant de postes vacants. Et de l'autre côté, on constate aussi au sein des populations, des équipes soignantes et des professionnels plus généralement, une perte de sens au travail, sujet qui revient
souvent et qui veut dire plein de choses, mais au global, c'est juste la perte de l'envie de s'impliquer dans la vie de l'établissement. Une figure qui illustre ça, c'est que 2 tiers des équipes d'aide et de soins affirment que le manque de reconnaissance constitue une raison qui peut les pousser à changer de métier. Nous, c'est pas tout ce qu'on souhaite. Et effectivement, c'est pour ça que au sein des établissements, mais aussi des acteurs qui les accompagnent, on essaie de trouver des solutions et de proposer de différentes manières des solutions à ça. Et puis les 2 autres chiffres qu'on voulait vous partager avant de passer au retour d'expérience de la résidence Noël-le-Duc. Donc voilà, les 2 autres chiffres, c'est un chiffre que peut-être certains ressentent, mais en tout cas, le fait qu'il y a souvent des difficultés à communiquer bien au sein des établissements. Évidemment, le fait d'avoir des nouveaux collègues en permanence et d'avoir beaucoup de turnover et d'absentéisme n'aide pas. Et donc, plus d'un soignant sur 2 estime que s'il y avait une meilleure communication entre équipes et avec la direction et une meilleure ambiance entre collègues, le bien-être au travail serait amélioré. Donc, hyper intéressant de se dire qu'en fait, on peut investir sur plein d'actions de QVT, mais en fait, à la base de la base de la base, la communication est quelque chose d'hyper important et vous allez nous en parler tous les 3. On a hâte de voir ce que vous allez nous dire là-dessus. Et puis, l'autre chiffre, c'est qu'en fait, les difficultés RH engendrent un cercle vicieux de contraintes et parce qu'on n'arrive pas à recruter, le taux d'occupation pèse beaucoup et notamment sur la direction, ce qui fait que voilà, la FNADEPA constatait qu'un directeur sur 2 envisageait de quitter son poste. Et c'est vrai que la difficulté à se sentir bien dans son travail, c'est pour tout le monde, les professionnels qui pâtissent des difficultés de l'organisation et de l'absentéisme et du turnover des uns et des autres, et aussi les directions qui ont l'impression de porter seules le poids des responsabilités parce que tout le monde ne se sent pas forcément concerné par l'évaluation HAS, par tel ou tel enjeu de l'établissement, et donc c'est difficile et douloureux. Je vois que tu souris, Julie, tu vas nous expliquer bientôt comment tu as réussi à impliquer les équipes justement dans l'établissement. Peut-être du coup, donc dans ce contexte, Julie et puis Anthony, Virginie, vous avez voulu mettre en place les équipes responsabilisées afin de répondre à tous ces enjeux et travailler plus efficacement et plus sereinement. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez utilisé Compagnie et Hublot, vous allez nous raconter ça. Est-ce que d'abord, en quelques mots, vous pourriez tout simplement nous définir ce que c'est pour vous les équipes responsabilisées? Alors, je pense qu'on ne va pas donner la définition de chacun parce qu'on en aurait peut-être une différente, mais en préalable à la mise en place des équipes responsabilisées, on a demandé justement à ce qu'elles réfléchissent à une définition. Et donc, la définition au sein de Noël-le-Duc d'une équipe responsabilisée, c'est une équipe de 10 à 12 professionnels qui sont impliqués aussi bien collectivement qu'individuellement pour le bien-être du résident. C'est une définition assez simple, mais qui résume bien en fait la situation. C'est ce collectif qui doit s'impliquer individuellement sur un sujet en particulier. Donc, nous, on a appelé ça des sujets de consulting. Et collectivement, en réunion d'équipe, accompagné par un coach, pour réfléchir à la meilleure organisation et aux moyens à mettre en place pour garantir le bien-être des résidents accompagnés. Trop bien, merci. Donc, il y a vraiment cette dimension implication individuelle et collective Oui. et le fait que c'est votre définition à vous et qu'un autre EHPAD, par exemple, qui se pose la question, définira peut-être les choses de manière un petit peu différente. Et c'est un peu le but aussi, c'est que chaque établissement puisse trouver aussi le modèle qui lui convient. Tout à fait. Je pense que s'il y a une chose à retenir du webinaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de copier-coller. Il faut vraiment trouver des sources d'inspiration et créer son propre modèle. Pour moi, le modèle des équipes responsabilisées, ce n'est pas un protocole qu'on peut appliquer. C'est un instant T où on se sent prêt à se lancer et en fonction de l'historique de l'établissement et en fonction des compétences des professionnels, on met en place un modèle qui nous est propre. Merci. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, Julie, quelles ont été toi tes sources d'inspiration, quel a été le déclic qui a fait que tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à changer chez nous? Oui, alors, ce qui est important à savoir, c'est que de ma part, ce n'est pas une démarche forcément volontaire.
En fait, la Fondation Partage et Vie avait répondu à un appel à manifestation de l'intérêt de l'ARS pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Et je me suis retrouvée un peu dans une équipe apprenante par hasard, puisque l'établissement d'Anon n'était pas forcément ciblé sur les indicateurs. Et personnellement, j'estimais en tant que jeune directrice que j'avais pas forcément à me remettre en cause sur le fonctionnement. J'étais plutôt dans un constat de, voilà, j'étais dans le constat général, on va dire, de dire que le secteur médico-social allait mal, que c'était pas forcément de mon fait et que j'avais pas forcément une pierre à apporter à l'édifice. Donc, je me suis retrouvée dans cette équipe apprenante et en fin de compte, par le fait de recevoir un peu des témoignages à la fois de services à domicile, à la fois de foyers logements qui avaient franchi le cap, par des lectures, par des comités de développement avec mes collègues, on s'est dit qu'on avait peut-être quand même quelque chose à faire et que de toute façon, on n'avait rien à perdre à essayer quelque chose. Et donc, à un moment donné, donc ça a pris quand même 1 an, hein, la réflexion, on s'est réunis régulièrement en visio puisqu'on était en plein Covid. Et j'ai eu le déclic à un moment donné de dire, allez, il faut se lancer, il faut essayer. D'accord. Donc, vous vous êtes lancé sans savoir exactement où vous alliez arriver. Tout à fait, puisqu'en fait, par les témoignages qu'on avait reçus, justement, à chaque fois, on se disait, dans le service à domicile, oui, mais c'est pas, voilà, c'est pas comparable. En fait, à chaque fois, on avait du mal à se dire, bah oui, mais on se trouvait des excuses en fin de compte à se dire, oui, mais là, c'est différent parce que c'est pas le même contexte géographique ou c'est pas tout à fait le même modèle d'établissement, c'est pas tout à fait le même. Si c'était aussi par rapport au type d'établissement lucratif, non lucratif. Et en fait, je pense qu'on se mettait des barrières. Donc, à un moment donné, on s'est dit, voilà, on va constituer notre modèle et on se lance. Super. Et donc, du coup, Anthony, Virginie, vous, à quel moment vous avez été impliqués dans la réflexion? Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez eu des freins ou est-ce qu'au contraire, il y a des éléments qui vous ont donné confiance dans ce que Julie vous a proposé à ce moment-là? Moi, c'était assez. Enfin, j'ai bien accueilli parce que, étant éducatrice, alors c'est déjà pas le même travail que dans le soin. On n'apprend pas, on n'a pas la même communication. C'est pas la même façon de manager non plus. Donc, et j'avais aussi ce poste ici de coordinatrice d'unité qui est vraiment en taille humaine. Donc, depuis le début, moi, j'ai une toute petite équipe. Donc, c'est toujours beaucoup de proximité. On peut se réguler assez vite dans les échanges. Les résidents, on les connaît très, très bien. Il n'y en a que 12. Donc, il y a un investissement qui est assez énorme, en fait, de la part de ces professionnels-là. Et aux étages, je me suis dit tout de suite, ça va être super parce que ça va leur permettre aussi de vivre aussi cette proximité avec les résidents, de mieux les connaître, puisqu'on va couper un peu, on va sectoriser, en fait, ça sera un axe aussi, pour que ce soit des plus petites équipes qui connaissent mieux le résident. Et donc, moi, ça a été plutôt bien accueilli pour moi. Du coup, moi, pour moi. Moi, c'était plutôt à reculons. Du coup, je voyais pas vraiment l'intérêt. Je me retrouvais plus vraiment dans mon travail parce que on allait travailler tous ensemble. Et la décision, c'était l'équipe qui allait la prendre, toujours avec des règles, mais c'était l'équipe. Donc, oui, c'était un peu compliqué de mon point de vue parce que nous, moi, en tant que manager, du coup, j'ai la décision par rapport aux équipes. Et là, c'était vraiment, on était tous sur la même ligne. Et c'était beaucoup plus compliqué que Virginie, du coup, on a un management et un secteur qui est quand même complètement différent. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai dû prendre du recul. J'ai échangé avec Mme Cousteau là-dessus, parce qu'on a une vision qui est un peu identique, donc où je ne me retrouvais pas du tout, et me dire que sera mon devenir en fait au sein de la structure. Voilà. Et c'est bien qu'on ait Virginie et Anthony parce que ça illustre bien en fait le ressenti global de l'équipe. On a vraiment eu 2 équipes. Ceux qui ont vraiment réagi positivement en se disant c'est super, on va y aller, et ceux qui ont eu vraiment la crainte de se lancer, où vraiment j'ai eu des discours de dire mais pourquoi vous voulez tout changer, tout va bien. Mais je comprends pas, vous me dites tout va bien alors qu'une semaine avant vous me dites il y a plein de choses qui vont pas au sein de l'établissement.
Donc voilà, et après, je pense qu'il y a quand même cette peur aussi de se remettre en question, et c'est un gros travail au préalable de savoir se remettre en question. C'est pas toujours évident quand on a des habitudes de travail. On sait que là, en se lançant dans le modèle des équipes responsabilisées, tout va être remis en cause en fait, et ça, il faut s'y préparer. Super clair. Merci beaucoup pour cette première vision de ce contexte un peu de changement. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y avait un peu au-delà du constat et de la volonté de se dire, on a vu assez d'exemples qui nous donnent confiance dans le fait que ça peut être porteur de valeur que de se transformer. Un peu de manière assez habituelle. Il y a forcément beaucoup de la réticence au changement et aussi besoin de faire confiance aux équipes pour se dire embarquons-nous dans cette trajectoire de changement, même si on n'est pas tous extrêmement convaincus. Peut-être, du coup, une fois que vous avez eu ce déclic et vous vous êtes dit très bien, on se lance, par quoi avez-vous commencé? En fait, quels étaient les premiers sujets auxquels vous vous êtes adressés? Et la deuxième partie de la question, c'est plus qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer d'embarquer toutes les équipes sur ce sujet, notamment celles qui étaient les plus réticentes? Alors, la première étape, ça a été la constitution d'une équipe projet. Donc, à partir du moment où j'ai été convaincue personnellement par la nécessité de changement, donc j'ai informé l'ancien CODIR qu'on appelle aujourd'hui équipe support, mais bon, du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on considère que le changement va aussi avec un changement de vocabulaire. Donc voilà, avec des réactions un peu diverses au sein de l'équipe, j'ai du coup constitué une équipe projet. Donc en fait, j'ai envoyé un mail assez flou à l'équipe en disant que j'avais la volonté de modifier le management sur l'établissement et que donc j'appelais chaque professionnel volontaire à s'impliquer dans une équipe projet pour construire notre nouveau modèle. Et donc, j'ai eu une dizaine de professionnels qui se sont embarqués dans cette équipe projet sans savoir réellement dans quoi ils s'embarquaient. Hein. Donc, il y a vraiment cette confiance cette notion de confiance qui est importante aussi au départ. Et donc, on a d'abord travaillé sur un état des lieux en fait avec cette équipe projet, donc un recensement en fait des souhaits des professionnels, savoir ce qu'ils voulaient, ce qui était pertinent pour eux de changer. Et cet état des lieux, en fait, montrait que la constitution des équipes responsabilisées répondait en fin de compte à l'attente de l'équipe. Donc, on s'est lancé dans un deuxième sondage où on a interrogé les professionnels sur le modèle des équipes, donc à quelle équipe ils voulaient appartenir et ce qu'ils voulaient en fait avoir comme rôle. Et donc, bizarrement, on a réussi plus ou moins à répondre aux attentes de tout le monde. En parallèle, il y a aussi Anthony qui, au final, était plutôt réfractaire au changement, qui a décidé du coup de prendre de l'avance et de lancer lui-même son équipe de modèles responsabilisés au sein de l'équipe ACV. Donc, ça a été un peu notre équipe test. ACV, du coup, chez nous, c'est agent cadre de vie. Hein. Donc c'est toute l'équipe qui s'occupe du coup de l'entretien, de la lingerie et de la restauration. D'accord. Et donc, comme l'a dit Virginie, au sein de l'établissement, on avait déjà l'expérience de l'unité aquarelle qui fonctionnait en petite équipe. L'équipe d'Anthony étant plus restreinte aussi que l'équipe soignante, ça nous a permis de faire un deuxième test, entre guillemets, sur le fonctionnement de ces équipes. Et donc, cette équipe a constitué sa fiche de tâches et son organisation. Du coup, je leur ai proposé, en fait, pendant une réunion, de constituer leur propre planning, toujours en mettant les règles RH. Et ce qui a apporté en fait un travail d'eux-mêmes, de savoir où ils voulaient se positionner par rapport au secteur. Certains ont une appétence pour l'hôtellerie, d'autres pour la laverie. Et finalité, au bout d'une semaine, on avait un planning qui était construit, où les règles ont été respectées. Et du coup, il y a aussi l'épanouissement des salariés qui ont construit. Et on voit la dynamique où avant, on définissait, voilà, vous allez travailler à tel secteur. Voilà, par exemple, s'ils allaient travailler dans le secteur à Virginie, ils n'avaient pas forcément une envie de travailler dans le secteur à Virginie, mais plutôt un secteur plus laverie où ils aimaient bien être beaucoup plus, moins de contact avec les résidents. Mais là, on a pu répondre, en fait, ils ont pu répondre à leurs propres besoins. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait
le constat, voilà, ça répond vraiment à leurs attentes et les résidents sont contents parce que du coup, ils savent que les personnes sont sectorisées, donc ils savent déjà, c'est toujours à peu près les mêmes agents qui interviennent. Donc ils connaissent parfaitement leurs habitudes de vie, voilà, les moindres détails, et ils connaissent. Voilà. Donc finalement, le fait de leur laisser plutôt la possibilité de exprimer leurs besoins, leurs appétences et les secteurs sur lesquels ils souhaitent intervenir a aidé à mettre plus de cohérence dans le fonctionnement global. Tout à fait. C'est ça. Et on a pu voir aussi, ils ont pu voir aussi, nous, nos difficultés à la réalisation des plannings, comme nous, on a pu voir aussi leurs propres difficultés sur le terrain, en disant, bah oui, effectivement, elles ne sont pas à l'aise. Est-ce que c'est objectif de continuer comme ça? Ben non, en fait. Donc, l'enjeu, c'est vraiment que personne ne subisse, en fait, que ce soit l'équipe qui subisse les décisions de la direction, ou à l'inverse, les collaborateurs qui se disent bah, je vais être affecté à tel secteur alors qu'en fin de compte, je m'y sens pas bien, on va me confier telle mission alors que je suis pas du tout à l'aise. Le but, c'est que chacun puisse se retrouver à sa place, en fait, dans l'établissement. Et ça, c'est vrai qu'en tant que manager, on ne peut pas avoir ce visu sur tout ça. Donc, la première étape, ça a été vraiment la constitution des équipes, donc par choix, et donc la constitution de leur propre fiche de tâches et de leur propre planning. Donc, nous, en tant que manager, ça peut être aussi une contrainte parce que du coup, on fonctionne avec 4 équipes qui ont des horaires différents, voilà. Mais on sait que c'est dans une volonté d'améliorer le bien-être du résident. Et donc, une fois que c'est fait, ça a une grosse implication de base, mais aujourd'hui, on voit les fruits du travail et donc c'est appréciable. De toute façon, on part toujours du résident. On ne part pas, bah voilà, moi je souhaiterais faire tel horaire ou tel horaire. C'est toujours en fonction, en priorité du résident. Et après, on définit la fiche de tâche. Oui, ça c'est hyper intéressant effectivement dans la démarche que vous décrivez. Du coup, dans le fait de faire cet exercice, est-ce que ça a suscité des mobilités internes ou des changements au sein des différentes équipes, notamment des personnes qui ont exprimé pour la première fois leur intérêt pour d'autres types de secteurs ou d'activités? Oui, on a eu des surprises en fait, des gens qu'on n'envisageait pas du tout, par exemple sur une unité protégée ou sur l'unité pour personnes handicapées et qui justement se sont dit bah, en fait moi j'aimerais bien. Et bizarrement en fait dans toutes les décisions, enfin dans tous les points d'avancée de notre fonctionnement, à chaque fois on s'est dit à un moment donné on va être face à un blocage, on ne pourra pas répondre. Et en fin de compte ça s'est toujours bien passé, il y a toujours eu des compromis qui ont été trouvés. Par exemple, un salarié qui a pu dire bah, moi, je voudrais travailler au premier, mais je ne suis pas fermée à travailler de temps en temps sur une unité protégée. Bah, elle a créé son propre planning où elle intervient de temps en temps sur l'unité protégée. Du coup, ça lui a permis aussi d'évoluer et de se faire un avis aussi sur ce qu'était le travail en unité protégée. Les personnes qui étaient très discrètes et qui ne parlaient jamais ont leur place en fait dedans. Moi, j'ai un agent qui est hyper discret. Là, c'était la voix à chacun. Et chacun a pu s'exprimer et donner son avis. Super intéressant. Et je vois une question sur le chat, du coup, qu'on peut prendre maintenant sans attendre la suite, qui dit « Quid de leurs compétences si elles ne correspondent pas à leur appétence ?» Donc, vous avez parlé de compromis. Waouh. Pas mal. Vous avez parlé de compromis et de, justement, gestion un peu des désirata, mais comment, justement, on fait autour de ce sujet des compétences ? Bah, alors nous, on est vraiment dans une envie de pousser les collaborateurs sur les compétences. Donc après, on peut proposer des formations. Bien évidemment, il y a une limite, mais depuis la mise en place des équipes responsabilisées, on a vu quand même qu'il y avait une montée en compétences de chaque collaborateur. Que ce soit, enfin voilà, c'est assez surprenant en venant sur l'établissement, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas une agent cadre de vie gérer les plannings estivaux, réaliser des comptes rendus. Enfin voilà, c'est pas sa tâche de base, mais en fait, il y a des gens qui se révèlent. Donc je pense qu'encore une fois, il ne faut pas se fixer de barrières, de limites, que en fait, il faut laisser une chance aux gens. De toute façon, ce modèle d'équipe responsabilisée va avec le droit à l'erreur. Donc, en fin de compte, on s'accorde tous le droit de se tromper. S'il y a une salariée qui
exprime le choix de travailler en unité protégée et que tout compte fait, on se rende compte que ce n'était pas le bon choix pour elle ou pour les résidents, on en parle et on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Enfin voilà, on essaye vraiment de construire ensemble au jour le jour. Mais je pense que ce n'est pas tellement une histoire de compétences. Alors bien évidemment, il faut… Comment ? C'est peut-être agent cadre de vie qui voudrait faire par exemple du soin. Ça, on a eu des montées en compétences en fait, où des fois ils ont une semaine d'immersion pour voir s'ils apprécient le soin. Parce qu'on dit on aime bien le soin, mais apprécier le soin et savoir faire du soin sont deux choses différentes. Donc il y a des semaines d'immersion et on essaye de réajuster. Alors quand on a une place d'agent de soins qui se libère et qu'on a une ACV, l'objectif de l'établissement, c'est de monter la personne en compétence via des formations d'agents de soins. Après, oui, on est limité, mais on essaie de répondre au maximum à leurs demandes. Et on profite des fois de compétences, mais alors qu'on n'imaginait même pas. Il y a une ACV, par exemple, qui est dans animation aujourd'hui. Mais elle nous crée plein de trucs. Donc, elle nous booste aussi. Ça redonne un petit peu de… on est tous moteurs les uns pour les autres. Et donc, ça, c'est assez intéressant, quoi. Super intéressant. Je regardais les questions en parallèle, mais notamment une question qui porte sur est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur la temporalité qui a été nécessaire pour cette transformation Alors, faut être très patient. C'était pas si facile d'estimer, et peut-être aussi des différents secteurs. Après, comme je disais, effectivement, il n'y a pas de modèle prédéfini, donc c'est difficile de se donner un temps. Ce qu'il faut, c'est être patient, parce qu'en fin de compte, quand on se lance, on ne sait pas. On se lance un peu dans l'inconnu, on n'a pas de… Et les indicateurs là dont on va aborder le sujet tout à l'heure, pour moi, ils sont fiables qu'à partir de 2024 pour un modèle qui a été lancé en 2021. Donc, ça prend 3 ans. Les équipes, elles n'ont pas progressé au même rythme. Il y a une équipe qui a mis un peu plus de 2 ans à trouver son mode de fonctionnement et sa stabilité. Donc, une temporalité, c'est compliqué. Après, il y a des équipes qui vont très vite, il y a des équipes qui vont moins vite. Ce qu'il faut, c'est se laisser le temps, en fait. Et je trouvais ça intéressant de dire aussi que tout le monde était un peu moteur du fait de constituer ces équipes et les accompagner vers la transformation. Un sujet important autour de ça, c'est aussi intégrer des nouveaux au sein des équipes. Est-ce que dans ce changement d'organisation, vous avez aussi revu votre manière de recruter et d'onboarder, donc d'intégrer des nouvelles recrues et si oui, comment ? Alors oui, on a revu notre mode de fonctionnement en associant en fait les collaborateurs au recrutement. Donc, ils participent aux entretiens d'embauche et ils vont accompagner donc leurs nouveaux collègues pendant quelques jours sur le terrain. Et dans chaque réunion d'équipe, en fait, on a un ordre du jour prédéfini et donc le sujet des remplaçants est à l'ordre du jour. Et donc, on fait le point sur les remplaçants qui sont intégrés au sein d'une même équipe. Donc, on laisse le choix à l'équipe de pouvoir remettre en question l'intégration d'un ou d'un autre collaborateur. Et de la même façon, pourquoi pas s'interroger sur la volonté d'intégrer une autre personne d'une autre équipe. Enfin, voilà, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, du coup, régulièrement. Donc là où avant, dans des organisations plus classiques, on va dire, le recrutement, c'est surtout le sujet du manager. Là, ce que je comprends, c'est que c'est le sujet de tous. Chacun a un peu est en mesure, en tout cas, de donner son avis, sa proposition sur le sujet. Et en termes d'accueil des nouveaux arrivés ou de l'intégration des équipes, comment ça s'organise et comment on s'assure de bien intégrer quelqu'un qui arrive dans une équipe justement transformée et autonome? Alors du coup, je vais répondre en 2 temps parce que je dirais que maintenant, le recrutement est principalement à la main des collaborateurs. On va dire que la situation s'est inversée. Nous, en fait, en tant que manager, on est plutôt là pour mettre un veto quand la candidature, par exemple, ne va pas répondre aux exigences réglementaires. Par exemple, voilà, on est autonome, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, si c'est un poste d'aide-soignant qui a à pourvoir, nous, on va mettre un veto si c'est une candidature d'agent de soins.
mais on a plusieurs expériences au sein de l'organisation qui montrent qu'on n'aurait pas fait le même choix. Enfin, voilà, souvent, je donne l'exemple de dire que la direction fait toujours le mauvais choix. J'ai du coup un poste qui était à pouvoir d'aide-soignante sur lequel j'ai une AES qui s'est positionnée. Donc, elle a eu son diplôme d'aide-soignante. Moi, je me suis dit, voilà, les collaborateurs, si je la recrute, vont me dire, c'est pas juste parce qu'elle va avoir une indemnité de promotion, elle gagnera plus que nous alors qu'elle est moins expérimentée. Et si je la prends pas, c'est pas juste parce que je ne promeus pas les compétences en interne, etc., etc. Et donc, j'ai laissé les collaborateurs faire le choix et donc ils l'ont recrutée, mais en lui donnant des missions supplémentaires. Et je trouvais que c'était un bon compromis en fin de compte, mais c'est un choix que moi, je n'aurais pas fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger pour moi, hein, ça je le reconnais, hein, mais c'est vrai que sur le sujet du recrutement notamment, je pense que c'est un sujet assez central sur des postes de manager et sur lesquels on nous fait beaucoup de reproches en fin de compte. On doit choisir des candidats à travers un entretien dans lequel c'est surtout du feeling. En fin de compte, on s'appuie sur le diplôme, sur le feeling pendant l'entretien, sur ce que le candidat a bien voulu nous dire. Là, en final, c'est vrai que c'est intéressant de faire l'entretien avec les collaborateurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes questions. Sur le terrain, ils vont être beaucoup plus exigeants que nous, en fin de compte. Et donc, ça a permis d'être beaucoup plus cadrant, en fin de compte, sur notre processus de recrutement. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était comment, je ne me souviens plus. Ah oui, comment ils intègrent. Oui, c'est ça. Donc, comment, en fait, dans une organisation, on va dire, moins classique, comment on réussit l'intégration de nouveaux arrivés? Alors là, en fait, chaque équipe a son propre fonctionnement. Donc, c'est l'équipe qui va gérer l'intégration du collaborateur au fonctionnement des outils. Donc, ce n'est pas les outils de la direction, c'est les outils de l'équipe qui sont présentés dans un classeur qui est disponible, accessible. Et donc, c'est normalement, alors nous, il y a un consultant planning RH, on va dire, sur chaque équipe qui doit gérer l'accueil du salarié. Mais après, voilà, encore une fois, il y a des souplesses au sein de l'équipe et donc ça peut être chaque membre, je pense, qui se charge du coup de présenter les outils utilisés et de présenter aussi les attentes de l'équipe sur le poste. Une petite question avant d'aborder la notion des impacts. Qu'est-ce que ça a changé du coup dans vos rôles? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais la directrice, du coup, elle fait quoi? Vous avez évoqué, Virginie, Anthony, le fait que vous étiez manager et en même temps, je sais que vous adoptez du coup maintenant une posture de coach. Est-ce que vous êtes manager? Est-ce que vous êtes coach? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est votre rôle auprès des équipes? Et puis, que font les équipes concrètement? Vous avez aussi un peu abordé la notion de consulting. Voilà, est-ce que vous pouvez dire, il y a une personne qui demande est-ce que c'est une équipe par profession ou une équipe pluridisciplinaire? Et que font les équipes? Peut-être qu'un petit récap sur les rôles de chacun permettrait d'y voir plus clair. Oui, alors on est sectorisé du coup on a 3 équipes aujourd'hui. Donc c'est au niveau de l'architecture, hein, on est une équipe par étage. Chaque équipe a un coach. Donc aujourd'hui, les coachs sont Anthony, Bénédicte qui est un IDEC et moi-même. Et donc pour ma part, ce qui a changé, c'est déjà d'avoir cette place dans l'EHPAD parce que je coordonnais le service handicap. Mais je n'étais pas forcément reliée, connectée à l'ensemble de l'établissement. Et donc, ça, c'est vraiment enrichissant pour moi. Je vois aussi, je coordonne les projets personnalisés. Il y a une avancée qui est assez agréable sur les projets personnalisés parce que maintenant, les équipes vraiment ont compris l'intérêt et prennent plaisir en fait à connaître le résident davantage, à créer du lien avec les familles, cette notion de référent. Et donc ça, là, moi, ça m'a vraiment aidé dans cette mission-là parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout gagné quand ils avaient un salarié travailler pour 50 résidents. Ils ne pouvaient pas connaître tous les résidents. Et c'est beaucoup plus enrichissant pour eux.
Donc ça, vraiment, pour moi, ça a été un atout majeur d'avoir des équipes plus petites. Donc, sur le coaching, sur le fait de ma casquette personnalisée aussi. Et je peux être invitée, alors c'était pas toujours avant, mais il y a des personnes en situation de handicap qui vivent aussi dans notre établissement, mais qui ne sont pas dans mon service. Et donc, je suis invitée pour échanger sur l'accompagnement et améliorer tout ça. Donc voilà, on a une place, voilà, on est pluridisciplinaire, mais partout. Enfin, voilà. Il y a aussi bien des ACV, des agents de soins, des aides-soignantes, infirmières. Voilà, moi, dernièrement, il y a déjà un petit moment, j'ai appelé Virginie qui a des compétences, en fait, par rapport à son travail, où on peut pas faire non plus n'importe quoi, il y a des règles. Donc, moi, j'ai demandé à Virginie conseil sur, voilà, elle a fait venir un professionnel par rapport à l'accompagnement pour des raisons en situation de handicap. Voilà, où l'équipe était demandeuse pour être au mieux dans l'accompagnement pour le résident, pour pas les mettre en difficulté, pour pas mettre le résident en difficulté. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un échange. C'est vrai que moi, les unités, voilà, c'est un peu l'inverse de Virginie, où elle n'allait pas en EHPAD, moi je n'allais pas dans les unités. Et en fait, c'est vrai que là, on peut être invité à des réunions, aussi bien sur une partie, pour ma part, une partie alimentation, d'entretien, des questionnements. Et c'est vraiment enrichissant. Ça, c'est une certitude. Des agents cadres de vie qui participent, des PPA. Voilà, tout le monde a un point de vue. Certaines ACV voient des choses que les soignants ne voient pas, et inversement sur d'autres sujets. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Et voilà. Et pluridisciplinaire. C'est vraiment ça. Avant, on avait vraiment des réunions éducatives, soins, hébergement. Et ça, on l'a, mais en plus, on a les réunions d'équipe. Et c'est ce qui fait aussi la préparation entre le soin. C'est plus cloisonné. Ouais, ça, c'est clé, en fait, de se dire, ça permet de casser un peu les silos et amener plus de transversalité, et compléter un peu les compétences les uns des autres sur vos rôles. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre, mais il restait la réponse de Julie justement sur l'impact sur votre rôle en tant que directrice. Je voyais une question qui disait comment la direction prend-elle sa place dans ce nouveau mode de fonctionnement? Alors, en fin de compte, mon rôle, il reste toujours le même et il est clairement identifié auprès des équipes. Je pense que c'est plutôt le poids qui a diminué. Les missions, j'ai toujours les mêmes réponses à faire aux enquêtes, faire les payes, faire en sorte que le taux d'occupation soit optimal. Mais je pense qu'en fait, la vision des choses a changé. En fait, c'est surtout ça qui a changé. Et donc, aujourd'hui, je nous considère, donc équipe support, moi compris, comme experte en fait dans mon domaine. Et donc, en fait, je vais plutôt être sollicitée par l'équipe quand il y a une difficulté précise. Et donc, je sais que toutes les solutions en interne, en fait, on a éliminé tous les polluants. Toute la perte de temps en fait qui pouvait être de dire on va essayer, moi je propose telle solution, parce que moi en tant que directrice je considère que c'est mon rôle de proposer des solutions. Là en fait le fait de co-construire ensemble les solutions, déjà on gagne le temps de toutes les solutions qui ne pouvaient pas convenir à l'équipe. Et après moi j'essaye plutôt d'élargir en fait leur vision des choses en leur apportant les partenariats, en leur apportant des formations, des choses comme ça. En fait, je viens enrichir le fonctionnement. Mon rôle, il n'a pas été effacé. Enfin, je pense que par tous, voilà, mais je peux me consacrer plutôt à la dynamique de projet. Je peux me consacrer encore plus à améliorer du coup la qualité de vie au travail en proposant d'autres actions. Et donc, en fait, je pense que le fait de voir une directrice épanouie aussi, c'est un confort aussi pour les équipes. Enfin, ça apporte beaucoup de sérénité en fin de compte. Donc, en fait, vos rôles à tous les trois en tant qu'équipe encadrante, vous gardez votre rôle d'expert de votre sujet et vous êtes sollicité par l'équipe dans ce cadre-là. Et en même temps, vous avez en plus, pour récapituler, votre casquette de coach d'équipe où vous aidez les équipes lors de leurs réunions d'équipe toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, il me semble, à gérer les sujets d'équipe. Et du coup, 2 questions peut-être qui ont été posées. La première, c'est qu'est-ce qui vous a aidé et comment vous avez fait pour endosser cette nouvelle posture, vous?
Et comment vous avez fait aussi pour que les équipes puissent apprendre en fait à faire ça et puissent être motivées et avoir envie de le faire. Et la deuxième question, peut-être, c'est du coup sur le sujet des impacts en termes de turnover, d'absentéisme. Alors, la clé, c'est la formation. Je pense que clairement, c'est ce qui nous a aidé à avancer dans la même direction, à parler le même langage. Alors, on s'y est pris à l'envers, sur l'établissement. C'est vrai qu'on a lancé le modèle avant d'être formé. C'était aussi un choix de l'équipe, puisque quand on a lancé le modèle en 2021, moi, j'allais partir en congé maternité. Et donc, ma vision du modèle, c'était de dire on va se former avant de lancer. Mais on a laissé le choix aux équipes et c'est elles qui ont pris la décision de se lancer avant d'être formées. Donc, ça appartient au modèle Danon. Peut-être que voilà, aujourd'hui, on conseillerait de faire autrement, mais en tout cas, c'est notre modèle. Donc, on a constitué les équipes responsabilisées sans qu'elles soient formées. Et je pense que la clé du maintien, c'est vraiment de maintenir cette formation en continu. Donc là, c'est vrai que dans notre modèle de base, on était aussi parti sur une formation de chaque équipe. Aujourd'hui, on estime que cette formation, elle doit revenir à intervalles réguliers parce qu'il y a des nouveaux salariés, parce qu'il faut maintenir une dynamique, parce qu'il faut faire des rappels, comme dans toute organisation. Et donc voilà, là aujourd'hui, on sait que on forme une équipe toutes les 3 ans. Et du coup, il y aura cette notion de recyclage, comme pour d'autres types de formations qui sera faite. Et avec vraiment, je pense, un formateur maintenant qui est habitué sur l'établissement et qui connaît bien aussi la dynamique et qui nous permet justement d'agrandir notre champ de vision et de voir encore plus loin, en fait, et de continuer à avancer. Dans notre propre formation. Et oui, il y a la formation coach aussi. On est parti en formation et ce qui nous a permis aussi de voir les choses différemment. Parce qu'en tant que manager, forcément, c'est complètement différent et on voit les choses, vraiment les choses différemment. Voilà, on a travaillé, on a pu échanger. On a eu une formatrice qui était hyper à l'écoute, bienveillante. Et on a encore eu des échanges il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, ça nous a permis aussi d'avancer sur nos sujets, les questionnements qu'on a eus. Et de trouver aussi une place parce que l'organisation aussi, la mise en place ici, non, a été de vraiment, ça concernait les équipes de terrain. Et nous, l'équipe support, on savait que tout allait changer, que ça allait devenir comme ça, mais alors nous, qu'est-ce qu'on allait devenir? Donc moi, même si au début, je l'avais bien pris, à la fin, je ne comprenais plus non plus mon rôle, quoi. Donc, il fallait retrouver aussi du sens à notre travail, notre casquette, qu'est-ce qu'on était, quoi. Faut ça jongler et donc, on a fait plus tard la formation de coach. Et après les équipes de terrain, et en fait, ça a été un déclic pour nous. Là, on revenait aussi, on réappartenait à toutes les équipes. On était investis dans les équipes responsabilisées parce qu'on était un peu à l'écart au début. Il fallait bien progressivement. Et ça, c'était important. Pour reprendre la notion de temporalité, en fait, on voit qu'on s'adapte en fonction du besoin. Il y a des choses qu'on n'avait pas envisagées au départ. Donc là, effectivement, la formation coach, elle a été dispensée en 2022. En 2024, les coachs ont pu m'exprimer la nécessité aussi de refaire un bilan. Donc, c'est une demande qu'on a refait à ta compagnie. De base, on avait envisagé de ne pas forcément former effectivement l'équipe support. On s'est aperçu qu'il y avait un besoin en termes de communication. Donc, en 2024, on a eu aussi une session entre nous de formation pour pouvoir encore se perfectionner, en fait. À aujourd'hui, on ne peut pas se dire que l'organisation est terminée. C'est pour ça que c'est compliqué de s'exprimer sur cette notion de temporalité parce qu'on continue à expérimenter des choses. Et il y a effectivement des fois des choses qui ne marchent pas, mais voilà. Quelques mots sur les merci. En tout cas, on retient qu'on n'est jamais vraiment arrivé et que le fait de se former à ces nouvelles postures et ces nouveaux outils est important. Est-ce que vous avez quelques mots sur les impacts que vous avez constatés du coup en termes à la fois de ressenti, vous en avez un petit peu parlé, et puis de chiffres Alors, juste le premier impact, ça a été vraiment sur l'accompagnement des résidents. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Donc, c'était vraiment une belle satisfaction. Moi, je me souviens que du coup, c'était lors d'un CVS, alors qu'on n'avait pas fait de communication du tout au niveau des résidents sur ce modèle d'équipe responsabilisée. C'est vraiment la conclusion du président du CVS qui m'a dit « Mais c'est incroyable ce que vous avez mis en place sur l'établissement.
je ne sais pas ce qui a changé, mais en fait, le fait d'avoir toujours les mêmes professionnels pour son accompagnement au quotidien, il trouvait ça révolutionnaire et il trouvait que ça avait vraiment changé son quotidien, quoi. Donc, c'était génial. On a aussi le ressenti des familles, voilà, du fait des communications qu'on fait, des témoignages. J'ai aussi des familles qui m'écrivent en disant que c'est chouette ce qu'on met en place et que ça se ressent en fait dès l'entrée en établissement. Hein, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est une ambiance. Enfin, la semaine dernière, Virginie a pu témoigner auprès de la MDPH aussi. On a fait un témoignage à l'ARS il y a moins d'un mois, qui sont venus aussi à la découverte des équipes responsabilisées. Et c'est vrai que aujourd'hui, on n'est même plus maître en fait de cette image qu'on renvoie. Mais voilà, que ce soit auprès des autorités, auprès de, voilà, de nos partenaires, il y a vraiment un ressenti global qui est vraiment chouette. Et après, en termes de chiffres, voilà, j'ai mis quelques chiffres parce que c'est important. Donc, effectivement, comme le disait Marie tout à l'heure, il y a un impact sur notre taux d'occupation parce que le taux d'occupation il est plus subi par les équipes. Ils savent que c'est un enjeu au quotidien et que donc, à partir du moment où ils participent aux visites de préadmission, où ils choisissent les résidents qui vont rentrer, ça facilite l'intégration et ça facilite le fait de maintenir une continuité dans notre file active. Donc ça, c'est un premier point. L'absentéisme, là, je pense que c'est un gros point. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi, initialement, j'y croyais pas trop. Et on est quand même passé, on a presque divisé par 3 notre absentéisme. Hein, donc, en moyenne, sur 2024, on était à moins de 5%. On était à 4,9% d'absentéisme parce que les équipes se sont vraiment responsabilisées aussi sur leur absentéisme. Ils ont conscience de l'impact qu'a l'absentéisme sur l'accompagnement, mais aussi sur leurs collègues. Et voilà, je pense que le fait de les avoir responsabilisés aussi sur la prévention au travail, sur leur sécurité au poste, voilà, tout ça, c'est des projets qui sont venus se greffer en fait au projet de base. Il y a aussi Montessori, hein, qui est très important dans notre établissement et qui a tout son sens aussi avec les équipes responsabilisées. Donc voilà, on est passé sur ces chiffres à 4,9 en 2024, où on a pu atteindre des 18% sur l'année 2023, par exemple. Donc je pense que c'est très parlant. Sur le turnover, là aussi, il est divisé par 2. Donc, on était plutôt sur une moyenne de 20% en 2022-2023. Et donc, en 2024, on était sur 10%. Et donc, moi, je ne peux pas me comparer au niveau national, mais c'est vrai que rien que sur le groupe Fondation Partage et Vie, on voit que sur les chiffres, voilà, on est en dessous du lot. Et donc, ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça permet de mettre en place des choses, quoi. Une équipe stable, ça change le quotidien, on a confiance, on se connaît, et voilà, on a envie d'avancer ensemble, quoi. Et là-dessus, il y a une question effectivement qui est aussi en lien avec un peu l'usage de dispositifs de remplacement en cas d'absentéisme, qui dit comment faites-vous pour intégrer les vacataires et potentiellement les intérimaires dans ce dispositif lorsqu'on est dans la situation d'absentéisme, même si c'est ce qu'on ne souhaite pas forcément. Comment vous le gérez? Quels sont les outils qui vous permettent de le faire? Alors, tout à l'heure, quand on a évoqué les remplacements, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été au bout du sujet. Donc, les équipes, elles sont impliquées sur le recrutement des remplaçants, on va dire, longue durée. Donc, on a un pool de remplacement qui est entretenu grâce à Hublot, donc où là, on s'ouvre à d'autres des candidats potentiels. Les équipes choisissent leurs remplaçants pour un congé maternité, par exemple. C'est eux qui vont choisir la personne et du coup pouvoir l'accompagner sur les sujets de consulting, les responsabilités qu'elles ont. Et après, sur les intérimaires et sur les missions ponctuelles, là, c'est vraiment des missions qui sont postées sur Hublot, donc au jour le jour. Donc, on fait le recrutement, comme je pense tous mes collègues qui participent là au webinaire au jour le jour. Hein, donc, on gère les absences de dernière minute. Il y a une procédure qui est mise en place dégradée. Donc, les équipes savent comment réagir face à l'absence de tel ou tel professionnel. Donc, ça peut impacter toutes les équipes. Et donc, l'enjeu pour la suite, c'est de pouvoir mettre Hublot à la main des collaborateurs. Donc là, en toute transparence, ce n'est pas le contexte idéal parce qu'aujourd'hui, on a un défaut de recrutement infirmier. J'en ai pas parlé dans les indicateurs, mais il faut savoir que du coup, on a un poste à pourvoir aujourd'hui. Voilà, ça a quand même un impact, mais c'est vrai qu'on a un poste à pourvoir aujourd'hui, c'est le poste d'infirmier, donc ça a quand même un enjeu sur notre établissement. Et donc, on souhaiterait mettre à la main des infirmières
Hublot. Donc, on a déjà créé une adresse mail d'astreinte, en fait, où elles pourront poster l'émission et accepter les candidats qui se présentent, en fait. Et puis l'avantage, c'est que dans Hublot, on a quand même tous les documents qui sont transmis. Ça veut dire on ne doit pas redemander le CV, le diplôme. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment confortable à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà, on a tous les documents pour le contrat. Ça, c'est vraiment bien. On poste les missions. Alors, on peut mettre toutes les missions sur un seul remplacement ou une seule mission à la fois. Voilà. Et ça, c'est bien. Après, c'est un support aussi qui est unique, parce qu'on a autant des intervenants extérieurs que l'équipe de l'établissement qui sont en CDD, qui veulent faire des heures. Donc, du coup, c'est un outil qui nous permet aussi de réunir, voilà, de centraliser tous les remplaçants. Ouais, et puis chacun peut prendre la main sur les remplacements, que ce soit Virginie qui met une mission, moi je la vois, je peux la valider. Que là, c'est vrai que si je commence à recevoir les CV sélectionnés, elle ne saura pas où j'en suis. Là, on est vraiment sur du recrutement quotidien. Ça peut être la veille pour le lendemain. Souvent, ça peut être ce cas-là, mais voilà. Et ouais, ça soit les CDI, les CDD, les personnes extérieures qu'on va recruter à travers. En fait, Hublot est venu pallier un groupe WhatsApp qu'on avait mis en place dans le cadre des équipes responsabilisées pour pouvoir gérer les remplacements en interne, mais il ne permettait pas effectivement cette ouverture vers l'extérieur. Et donc aujourd'hui, on voit que vraiment c'est un outil qui nous correspond. Et Iman, vous nous aviez fait un retour sur l'utilisation qui montre aussi que sur Annonce, c'est un outil qui est bien utilisé. Et je pense que voilà, ça correspond aussi à notre modèle. Et aujourd'hui, il y a une bonne utilisation. Et puis évoluer, en plus il a évolué, que ce soit même avec nos téléphones. Nous on a notre téléphone et je me dis tiens, j'ai la mission. Ça c'est assez confortable. Donc, pour répondre à la question de Camille, effectivement, il y a cette notion de traçabilité et de centralisation dans un même outil qui permet de suivre et d'être tous acteurs de justement la gestion des remplacements, mais ça fait aussi écho à ce que vous disiez plus tôt, de dire, en fait, une fois qu'on a cette personne qui est externe et qui est venue pareil, par différents canaux dont Hublot, les équipes se sentent responsables et en charge de l'intégrer, lui donner les outils pour bien travailler. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Camille. Je vois que le temps passe. On a peut-être un mot de la fin pour surtout vous demander quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui voudraient tenter de se lancer dans cette expérience de changer de modèle et de faire évoluer leur façon de travailler. Si vous deviez un peu donner des conseils à vos homologues dans d'autres établissements, quels seraient-ils ? Alors, on a réfléchi tous les trois, donc je vais vous lire ce qu'on avait mis. Sachant que ça fera peut-être un peu redite avec des choses qu'on a déjà dit, mais on a dit donc pas de modèle prédéfini. Il faut avoir un but, une vision commune du modèle, mais pas forcément du coup, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Il faut laisser une place à l'inconnu et au mystère. Il faut former l'ensemble des collaborateurs pour être sûr de parler le même langage et d'être tous convaincus par la nécessité du changement. Il faut participer au Vie ma vie parce que c'est vrai que nous, ça nous permet aussi de nous remettre en question à chaque fois qu'on le fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment, c'est le recueil des témoignages qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir le déclic. S'inspirer mais ne pas copier, chacun son histoire, chacun son parcours, chacun son rythme, chacun sa vision de l'autonomie. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que les équipes étaient très réfractaires sur justement la gestion du planning. Donc, il ne faut pas non plus se dire l'autonomie, pour moi, c'est ça et c'est ce que je vais mettre en place. Non, l'autonomie, il y a différents degrés dans l'autonomie. Et même si à un moment donné, vous voulez y aller par étapes et de se dire aujourd'hui, j'aimerais bien impliquer plus les collaborateurs sur le choix des résidents accueillis, voilà, ça peut être une première démarche et puis d'y aller par étapes. Nous, on voit qu'il y a aussi un déroulé, puisque là, on s'interrogeait aussi sur le fait d'impliquer les résidents aussi au recrutement. Et on voit que du coup, c'est encore une nouvelle étape de franchie. Et je pense que là, on arrive vraiment à un but qu'on ne s'était même pas fixé. Ouais, c'est chouette. Voilà. Donc après, rester transparent. Donc je pense que ça, c'est la clé du succès aussi. Il faut communiquer à la fois sur les réussites, mais aussi sur les échecs. Les choses, elles ne marchent pas tout de suite. Il faut essayer, se tromper pour rebondir et mieux réussir la prochaine fois.
accepter de se remettre en question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément de base un exercice facile. Confortable. Mais ouais, non, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui nous plaît, hein, nature humaine oblige. Enfin voilà, pas, mais il faut pouvoir accepter de se tromper, de faire marche arrière, se livrer un peu plus. Et rester vigilant aussi sur l'épuisement professionnel, parce que c'est vrai qu'on a eu le même constat. On a eu des personnes qui étaient hyper réfractaires, qui au final se sont surmobilisées pour que le modèle fonctionne. Mais à vouloir être dans la maîtrise, on a des fois le souci d'épuisement. Donc ça, il faut bien rester vigilant à certaines personnes qui peuvent se surinvestir sur les équipes responsabilisées. Voilà. Et je pense qu'on a tout dit. Merci infiniment. Il y a une personne qui demande s'il y aura un résumé ou un PowerPoint. Alors, pour toutes et tous, on vous enverra un replay du webinaire que vous pourrez re-regarder, transmettre aussi autour de vous, à vos équipes. Et vous allez recevoir aussi des ressources pour aller plus loin dans la mise en place des équipes responsabilisées. En tout cas, nous, compagnie, on a des petits articles, des petites vidéos aussi. On a été faire un Vie ma vie à l'EHPAD Noël Le Duc de Hanon. Donc, on vous enverra tout ça. Où vous aurez une petite synthèse aussi visuelle de tout ça. Et puis, on vous enverra aussi un lien pour prendre rendez-vous avec quelqu'un de chez nous si jamais vous avez envie d'en reparler de manière un peu plus approfondie. Et le Vie ma vie, on n'a pas encore fixé de date avec l'équipe d'Hanon, mais a priori, on fera une proposition pour venir faire une petite visite en septembre-octobre, qui est un moment d'échange convivial et qui vous permettra aussi de voir peut-être en réalité concrète qu'est-ce que ça donne. Oui, on vous attend en Vie ma vie de septembre-octobre. Merci beaucoup à tous. Merci à la soixantaine de personnes qui étaient présentes. On espère que ça vous a inspiré, donné des idées et donné un peu plus d'éléments pour comprendre un peu quelle est cette manière de s'organiser. Un grand merci Julie, Anthony et Virginie pour votre présence. Et puis à très bientôt. Comme disait Marie, tout le monde va recevoir un petit lien avec plusieurs ressources pour poursuivre la réflexion. Merci à tous. Avec plaisir. Bonne Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.